Joël Casarero, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Pour commencer, vous venez de voir le sujet de nos journalistes, une réaction ? Oui, moi je pense qu'il faut regarder d'abord le contexte. Je crois qu'il y a trois objectifs. Le premier, on peut le regarder d'une manière régionale, c'est-à-dire que la visite d'Emmanuel Macron, elle est dans un dispositif, dans une séquence où il va aller dans plusieurs endroits, PNG, Sri Lanka, et elle a pour but en fait de placer la France dans l'Indo-Pacifique, l'axe Indo-Pacifique. C'est d'ailleurs le seul moment dans son discours où il indique des chiffres, avec le fameux 18 milliards, c'est-à-dire 150 millions d'euros et 200 personnes. C'est le cadre général. Donc il est d'abord, c'est le premier objectif, il s'adresse à l'international. Le deuxième objectif, il s'adresse au national. Pourquoi ? Parce qu'on est à la fin des 100 jours, qu'il a besoin de redorer sa communication. Rappelez-vous quand même, il y a les casserolades, il y a les bousculades, il y a les feux un peu partout. Il faut qu'il redonne une conscience, une force à sa majorité. Donc il est obligé de bâtir une image de bain de foule, donc il l'a eu, et c'est ça qu'il va chercher. Ça c'est le deuxième objectif, c'est-à-dire qu'une vocation nationale. Rappelez-vous, il descend de l'avion et il fait une conférence de presse dans les grands médias. Ça, c'est le deuxième objectif. Donc, c'est national. Le troisième, il est local, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a perçu dans le local ? D'abord, il n'y a pas d'annonce. Ce n'est pas un discours avec des effets qui vont se produire. C'est un discours qui a un seul effet, c'est un effet politique. Mais il n'a pas d'effet économique. Or, la situation est grave. Pourquoi ? En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive alors que Carenco n'a pas réussi en fait à réunir tous les partenaires autour de la table, donc il est mis de côté. Là, il nomme un nouveau ministre qui n'est pas spécialiste de la Calédonie, donc le sujet ne l'intéresse pas globalement. Et le troisième point, à mon avis, qui est aussi intéressant, c'est que il sait très bien qu'il arrive alors qu'il n'y a pas eu de discussion. Donc, cette séquence locale, il sait très bien que c'est pas une victoire. Donc, il n'arrive pas pour signer ou pour déclarer quelque chose. Donc, la blessure qu'il a dit, entre guillemets, ressentir, elle était prévisible. Donc, ce qu'il va chercher dans son discours, c'est la réaction des indépendantistes. C'est pour ça qu'il va sur le terrain des compétences, et il dit, grosso modo, eh bien, la doctrine nickel, c'est fini, alors que c'est le nickel, les mines, c'est une compétence provinciale, donc locale, et il dit aussi, il va à tout haut pour parler du trait de côte, c'est une compétence provinciale, locale aussi. Enfin voilà, donc il y a quelque chose qui est toujours en fait qui procède toujours de l'esprit du président, qui est d'aller dans la disruption, essayer de trouver en fait les limites de ses partenaires, j'allais dire, ou ses adversaires, mais pour essayer de faire bouger les lignes. Donc ça, c'est sa stratégie. Donc voilà ce que j'en ai retiré en fait de son passage. Joël Casarero, venons à votre actualité. Vous venez de sortir un livre intitulé Décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Quel avenir ? Vous développez votre vision de la décolonisation que vous séparez de la notion d'indépendance. Pouvez-vous nous expliquer la différence en quelques mots ? Oui, alors en fait, c'est pas moi qui l'ai initié, hein, c'est Michel Rocard qui avait, en bâtissant les accords, avait dit, en fait, est-ce qu'on peut réussir une décolonisation sans indépendance ? En fait, c'est ça l'objet. Et en fait, quand on regarde, en fait, à quoi correspond la décolonisation ? C'est en fait la restitution des compétences. Donc, c'est de savoir comment on peut exercer une souveraineté. Là, j'écoutais Alozio qui parlait en fait justement de ce sujet, c'est que l'indépendance n'a pas de sens en fait. C'est plutôt comment est-ce qu'on sanctuarise des compétences localement, de la souveraineté, et si on n'y arrive pas, comment est-ce qu'on peut la partager ? Comment est-ce qu'on peut même la restituer ? Voilà. Donc c'est ça en fait. Et donc moi j'analyse en trois parties, une partie historique, une partie qui est un bilan des accords et un bilan entre guillemets beaucoup plus factuel que les bilans qui ont été donnés par des cabinets chèrement payés, grassement payés, avec des couleurs qui n'indiquent pas en fait factuellement les choses. Et puis le troisième partie, c'est une analyse pourquoi l'échec de l'accord et enfin une proposition d'un cadre statut général. Emmanuel Macron invite lui aussi d'une certaine manière à poursuivre la décolonisation tout en restant dans la France. Vous vous êtes retrouvé dans cet aspect du discours du président de la République ? C'est une des solutions, mais la question c'est de savoir est-ce qu'on peut décoloniser sans indépendance ?
est-ce qu'on peut décoloniser sans indépendance, c'est-à-dire en donnant le maximum de compétences, puis après en arbitrant ces compétences? En fait, c'est ça le sujet. Et le sujet, ce que disait précédemment Alosio Sacco, c'est pas le sujet de l'indépendance, c'est le sujet de l'interdépendance. Ça, c'est la phrase de Jean-Marie Tjibaou. Mais c'est pareil, la phrase de Rocard sur la décolonisation et l'indépendance. Est-ce qu'on peut réussir une décolonisation sans indépendance? C'était l'objet, en fait, de l'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on progresse sur les champs de compétences des accords, sur le champ de compétences, pardon, des accords, et comment est-ce qu'on va satisfaire en fait les parties? Alors justement, le président de la République compte réduire les clivages en luttant contre les inégalités socio-économiques. Pensez-vous qu'il est en mesure de tenir parole? Cette séquence du discours a suscité beaucoup moins d'applaudissements. Alors, aujourd'hui, en fait, on a une situation de crise qui est vraiment économique, qui est très forte, et l'État n'est pas venu avec un gros chèque. D'habitude, qu'est-ce qu'on attend de ça? Donc, il y a certains qui s'attendaient à avoir des déclarations fortes, c'est-à-dire, grosso modo, on va vous annuler votre dette, on va vous donner un nouveau chèque, et c'est reparti comme en 14, que j'allais dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État n'est pas prêt de nous aider, entre guillemets, de la manière dont il faisait avant. Donc cette séquence de on va attendre le discours de l'État et puis le gros chèque qui va tomber est finie aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir se débrouiller par soi-même. Donc il faut d'abord réformer. C'est ça qu'il impose. Donc en fait c'est une manière d'imposer en fait une pression sur l'exécutif et aussi sur le Congrès bien sûr, puisque le Congrès est compétent, sur d'abord réformez-vous fiscalement, réformez votre économie. Quand il parle de refonte économique, c'est d'abord le sujet des Calédoniens. Et là-dessus, il dit on vous aidera peut-être, ou on vous aidera, la manière n'est pas donnée. Et là aussi, c'est un discours qui ne suit pas des faits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffres derrière. Il n'y a pas d'ambition chiffrée ni de calendrier, à part le calendrier politique. Joël Caserou, on arrive au terme de notre échange. Auteur de Décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, quel avenir? Et président du mouvement politique Construire Autrement. Merci pour cet échange.